plateau de l'autre journal avec nos invités Ferdinand Haïté et Luc Abaki. Nous sommes en train de parler de l'actualité sociopolitique en Afrique et au Togo. Macron, la semaine dernière, était au Bénin et au Cameroun, Bénin à côté du Togo. Et pourquoi le président français n'a pas pu venir au Togo? Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi tant de mal que se donne le régime togolais, mais peu de gens le fréquentent? Oui, Ferdinand, c'est l'alternative qui a encore posé l'analyse la dernière fois, la semaine dernière, dans son journal. Oui, c'est une analyse assez pertinente qui a été faite sur les 17 ans de règne de Faure Gnassingbé. On a essayé un peu de décompter le nombre de visiteurs étrangers qu'il a reçus. Pas forcément français, on a parlé de tout le monde, les Américains, les Allemands, l'Europe en général. Par rapport aux autres pays, la fréquentation, vous savez que généralement quand nous recevons, quand on reçoit ces chefs d'État étrangers, surtout américains, français, et tout ça, ou bien les officiels, on s'orgueillit dans nos pays que voilà, que la diplomatie se porte très bien, le pays est apprécié et tout. Et on sait que pendant les 17 ans, le régime togolais a toujours déclaré partout qu'il a fait des réformes, que c'est un régime très apprécié, que tout le monde apprécie le Togo pour ses réformes. Vous savez, parfois dans les lettres de félicitations, dans les courriers, dans les discours, on parle du Togo qui est revenu devant l'actualité. On organise de grands sommets pour résister, sécurité maritime, cybersécurité, Israël-Afrique. Mais quand on analyse bien les tournées de certains partenaires européens ou américains en Afrique, on voit toujours que on contourne le Togo. Je donne un exemple. Les relations entre le Togo et l'Allemagne étaient des relations assez orageuses. Il y avait beaucoup d'eau dans le gaz en 2005, avec tous les événements qui se sont déroulés, l'incendie de Goethe Institut et tout ça. Et puis le Togo, après, s'est engagé à améliorer cette relation-là. On a financé la rénovation de l'Institut Goethe. Et puis Angela Merkel a déroulé le tapis rouge à Fort en 2010, je pense bien en 2010. Ils sont retournés encore une fois. Mais Angela Merkel a fait 3 tournées en Afrique pendant les 16 ans de règne. Elle est passée au Ghana, au Niger et tout. Jamais n'a mis pied au Togo. Et pourtant, le Togo était même dans un printemps avec l'Allemagne. On a baptisé ça ici le printemps Togo germano-togolais. On a arrosé ça de beaucoup de propagande et tout et tout et tout. Angela Merkel n'est jamais venue. Mais quand vous entendez les ambassadeurs ici, par exemple l'ambassadeur d'Allemagne, il vous dira que le Togo fait des progrès. Si le Togo fait des progrès, pourquoi le Togo ne reçoit pas la chancelière allemande? Elle n'est jamais venue. Vous prenez la France. Faure a connu 3 présidents au moins. Il y a Sarkozy, après il y a Hollande et maintenant Macron. De ces 3 présidents, aucun n'a mis pied ici. Et pourtant, on nous a fait croire que bon, tout va bien, le Togo fait des réformes, la France apprécie et tout. Pour les États-Unis, à part la brève visite de Hillary Clinton, quand il y avait cette histoire de Gilles Christ en 2010, qui a duré à peine 2 heures, plus personne n'est venu ici. Au dernier sommet sur la démocratie en décembre passé, les États-Unis ont organisé, le Togo en était exclu. Alors, c'est pour arriver à la conclusion que, en fait, malgré tout le boucan qui est fait par le régime, malgré tout ce qu'on nous fait croire que le Togo fait des réformes, le Togo est apprécié, les Blancs, là même, les Occidentaux, si je peux les résumer ainsi, eux-mêmes aussi répètent la même chose. Mais ils savent que le régime togolais est un régime qui n'est pas fréquentable. C'est pour ça que à chaque fois qu'ils viennent en Afrique, ils contournent la destination du Togo. Et je pense que c'est l'analyse que nous ressortons dans cet article-là en disant que malgré tout ce qui est en train d'être fait, le Togo reste un pays infréquentable vis-à-vis de l'extérieur, parce que nous sommes en crise politique, parce que nous n'avons pas d'alternance, parce que depuis des années, on a toujours... c'est un pays où il y a des violations des droits de l'homme, il y a des gens qui sont en prison, il y a des journalistes parfois qui sont emprisonnés. Donc, ce n'est pas une destination pour ces gens-là. Donc, il y a une certaine mise à l'écart, une distance que ces gens-là observent vis-à-vis
du Togo et qui nous donne l'image même de la nature du régime togolais. S'il était vraiment fréquentable, je pense qu'au moins une fois, quelqu'un aurait fait un tour ici pour vraiment dire, bon, écoutez, vous faites de bonnes choses ici. Talon, on sait qu'il y a des dérives au Bénin, mais il a reçu Macron. Avant lui, il y avait Yahi Boni qui a reçu Hollande. Je ne parle pas de la visite des chefs d'État français, des officiels américains ou allemands, comme un lien de suggestion de nos pays à ces puissances-là. Mais je parle en termes d'image que des gens reflètent à travers ces visites-là, voyez-vous. Et donc, on voit bien que le Togo n'est pas vraiment fréquentable par toutes ces puissances-là. Mais quand vous entendez ces gens-là, ou bien vous entendez les ambassadeurs ici, ils vont vous dire que le Togo fait des réformes et que les réformes sont appréciables. Alors, si le Togo fait tant de réformes, pourquoi leurs patrons ne viennent pas au Togo? Donc, il y a un jeu d'hypocrisie dans toute cette affaire-là. Nous tous, nous savons que le régime a des boulets, le régime ne veut pas faire des réformes, le régime est arc-bouté sur tous les leviers, ne veut pas lâcher le pouvoir. Ils le savent intimement, ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Personne ne veut venir ici pour qu'on dise, bon, c'est vous qui allez là-bas, voilà, vous savez que c'est un régime de père en fils, il y a eu ci, il y a eu ça. Ils ne viennent pas. Et donc, ils sont conscients que le régime n'est pas fréquentable. Mais, sur le plan, quand ils ont la parole, ils font croire que le Togo est un pays qui évolue. Donc, c'est le sens de l'analyse. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui. Si le pape ne vient pas à vous... Vous allez chez le pape. Bon, ben voilà, justement. Non, moi, c'est un sujet que je vais relativiser. Simplement parce que je suis de ceux-là qui considèrent qu'un élu, un dirigeant, en premier lieu, n'a de compte qu'à rendre véritablement à son peuple. De ce point de vue, si le pouvoir du Togo, j'aurais été très à l'aise à défendre sa cause, si j'avais vu au plan intérieur des métamorphoses sérieuses, si j'avais le sentiment que les dirigeants sont attachés aux principes qui lient les humains entre eux et qui définit la vocation du dirigeant comme étant l'engagement de celui-là qui œuvre tous les jours et qui consacre toute sa vie pour le meilleur devenir de sa population. C'est-à-dire le genre de monsieur qui est plus fier de sa mission sacerdotale que de son fauteuil ou des avantages afférents précisément à ce fauteuil-là. J'aurais été à l'aise pour dire, à Ferdinand, ben écoutez, s'ils ne viennent pas, ça fait leur problème. De toute façon, nous on est à l'aise ici. Et donc, voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà, justement, voyez-vous, donc on aurait été véritablement à l'aise de ce point de vue pour dire que, écoutez, ils sont libres de venir ou de ne pas venir, mais nous au moins, nous constatons par nous-mêmes que ceux-là qui sont sur le pied de l'État travaillent pour nous. Et nous en sommes fiers, nous sommes heureux d'appartenir à ce creuset-là, où donc les liens humains sont très forts, où les atouts, les valeurs identitaires sont entretenus, et où on constate que la société togolaise est en train de se métamorphoser et de garantir précisément son évolution progressive. Malheureusement, à partir de l'instant où il y a des problèmes internes, où nous constatons que non, vraiment, les attentes du peuple, les attentes légitimes du peuple ne sont pas assouvies, là on est effectivement obligé de s'interroger sur finalement ce que nous représentons dans le concert des nations. Et c'est de ce point de vue-là que finalement, le fait que malgré les discours, malgré la propagande qui nous est servie, le fait que les puissants du monde, dont les visites excite beaucoup nos dirigeants et même nos populations qu'on rassemble comme du bétail pour chanter au cœur en chœur à leur gloire, lorsqu'ils ne viennent pas, effectivement. Permet aussi, c'est ça. Permet aussi d'agiter une victoire sur les opposants. Et ouais, voilà, tout ça là. Donc, à partir du temps où il n'y a pas ce genre de situation, on se dit finalement, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de fabriquer concrètement? Et à quoi nous servons, en tout cas la gouvernance que nous sommes en train de mener au plan national ici, c'est véritable. Moi je crois que ce sont des questions que nos dirigeants eux-mêmes doivent pouvoir se poser. Parce qu'il ne sert à rien quand même
d'être dans un fauteuil de directeur, de ministre, de dirigeant, sans être capable d'être fier du travail que l'on fait, d'être fier des rendements que nous donnons, d'être fier des résultats que nous produisons dans la vie des destinataires de notre mission. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que c'est seul qui peut en fait définir l'image que nous donnons d'abord à notre personne et même à la communauté dont nous avons la charge. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vrai, quand on regarde un peu toutes ces puissances-là qui par moments essayent de nous flatter, mais qui ne mettent jamais pied, on s'interroge. Néanmoins, je crois que, vous savez, comme l'a dit quelqu'un, les pays n'ont que d'intérêt, ils n'ont pas d'amis. On oublie l'étape de Yadema, de Chirac, où ils avaient des liens plus forts, où Yadema jouait un autre rôle au-delà du rôle de dirigeant d'un pays, etc., qui servait à la cause sous-régionale et tout, et qui justifiait en ce moment-là certaines tournées de certains présidents ici, notamment Chirac, par exemple. Mais lorsque vous savez que des pays n'ont que des intérêts, quelqu'un comme Macron qui met pied au Cameroun, où la situation n'est pas du tout réluisante non plus, hein, on se rend compte qu'en fait, s'il va là-bas, ce n'est pas tant parce qu'il apprécie le régime de Biya, mais c'est beaucoup plus pour des raisons géopolitiques, économiques et géostratégiques. Donc, le Cameroun étant la première économie de l'Afrique centrale, et la France étant en difficulté réelle en ce moment-là, sur plusieurs plans, alors ils n'ont que faire des questions de démocratie, d'alternance, de droits de l'homme, des prisonniers politiques et tout. Lui, il va juste pour défendre ses intérêts. Malheureusement, je crois que le Togo n'en donne même pas. Si nous représentions grand-chose sur le plan économique, au moins les puissances extérieures auraient fermé les yeux pour nous fréquenter de temps à autre, quelle que soit notre médiocrité sur le plan de la promotion des valeurs humaines. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que nous aurions dû comprendre qu'en fait, pour représenter quelque chose dans le concert des nations, à partir de l'instant où nous n'avons pas grand-chose sur le plan économique à donner, sur le plan stratégique, géostratégique à donner, nous devrions travailler sur de nouveaux paradigmes pour servir de modèle de gouvernance dans notre sous-région. C'est ça seul qui peut nous donner une aura qui permettrait aux puissances extérieures de nous convoiter parce que justement, elles voudront s'allier avec quand même un modèle de la sous-région pour le polir eux aussi leurs images. Voyez-vous? Mais dès l'instant où, voilà, sur le plan de la gouvernance, nous avons des faiblesses notables et sur le plan même des atouts économiques, des offres qui peuvent appâter la communauté internationale, nous ne répondons pas non plus. Je crois que les dirigeants extérieurs, étrangers, ne vont pas venir juste polir notre image par plaisir, pendant que eux ne tirent rien en retour, parce que de toute façon, vous imaginez bien Emmanuel Macron au Togo, ou Joe Biden, ou je sais pas, vous avez vu comment le président allemand là, et au Togo, et on va lui tirer à boulet rouge. Il pourrait dire, bon, mais je m'en fous des critiques parce que j'ai un intérêt. Mais quand il n'a aucun intérêt, pourquoi il viendrait alors assainir nous notre image pour rien? Je pense que quand on regarde tous ces éléments-là, effectivement, on comprend pourquoi nous sommes aussi très peu fréquentables. Et il va falloir travailler pour changer cette image, bien sûr. Il y a un aspect sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui. C'est l'aspect qui... J'aimerais être pas d'accord avec lui. Il dit qu'on ne représente pas grand-chose. Non. Beaucoup de gens se trompent sur le Togo. Beaucoup de gens se trompent sur le Togo. Et ça, il faut qu'on le mette dans la tête des Togolais. Il suffit de prendre la carte géologique du Togo, aller même sur le site de la Direction Générale de la Géologie, pour voir toutes les mines qui sont au Togo, toutes les richesses minières qui sont au Togo, et qui sont convoitées par toutes les puissances. Il suffit d'aller sur la... Maintenant, avec le processus de l'ITIE, il y a une certaine transparence dans le répertoire des sites. Allez sur le site de la Direction Générale de la Géologie. Vous allez voir. Non, mais petit, même s'il y en a, c'est petit. Toutes les richesses que le Togo concentre sur ce bout de territoire. Même le Bénin n'a pas la moitié. Nous sommes un scandale géologique, hein, s'il faut le dire clairement.
une grande partie de certains quartiers de Lomé, surtout les quartiers vers les Diablés, même jusqu'aux zones de Kéguela, sont encore sur le phosphate. Sont encore sur des phosphates. Les zones de Bassa sont sur des phosphates. Les Allemands ont des intérêts énormes ici. Ils ont quand même 2 grands sites de cimenterie. Ils se sont battus pour l'avoir. Ça veut dire que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Le Togo est une porte d'entrée pour beaucoup de pays en termes de transbordement, de port, le port et tout ça. Et nous avons d'autres minerais. On a tellement de choses au Togo que les Togolais même ne savent pas que nous disposons de ça. Donc eux savent. Eux ils le savent. Et donc, ils traitent avec notre pays, mais ils le maintiennent à distance. Ils le maintiennent à distance. Ils traitent avec notre pays quand il s'agit de leurs intérêts, mais ils le maintiennent à distance. Et pour quelle raison? Pourquoi ils maintiennent le pays à distance? Certainement, comme Luc vient de le dire, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que quand Macron va au Cameroun, ce n'est pas pour la démocratie, nous sommes d'accord. Mais quand Macron vient au Bénin, ce n'est pas parce que le Bénin a plus d'intérêt que le Togo. Ce n'est pas parce que le Bénin a plus de choses à offrir à la France que le Togo. Nous sommes d'accord. Parce que le territoire béninois, ce n'est pas aussi grand-chose. Ils ont le coton, ils ont des trucs, ils ont le port, mais en termes de ressources minières, on en a plus que eux. Voyez-vous. Et donc, moi, je pense que ces blancs-là, qui nous tiennent des discours d'hypocrisie, savent très bien que le régime togolais n'est pas un régime assez fréquentable. Et ils le démontrent dans leurs actes. Et le régime togolais doit se sentir très frustré. Parce que c'est comme l'histoire de la jeune fille qui est dans le quartier, qui se fait belle à tout moment, et qui change de tenue, qui fait tous les maquillages, les make-up les plus impossibles et tout ça, qui espère que des jeunes garçons du quartier vont venir cogner à sa porte un matin, mais personne ne vient. Personne ne vient, c'est ça. Et donc, ça doit nous servir d'indicateur sur la manière dont les gens de l'extérieur perçoivent le régime. Et ça aussi, ça permet aux populations de savoir si c'est un régime qui est soutenu ou pas. C'est le fond de l'analyse. Voyez-vous, ça permet de savoir si réellement le régime est soutenu ou pas. Parce qu'il y a des soutiens formels, il y a des soutiens au bout des lèvres, il y a des soutiens le jour où il y a quelques bouleversements, vous dites de parti. Voyez-vous, parce que qu'est-ce que le régime lui dit? Oh, nous on a des soutiens partout, nous on va partout, on nous reçoit, on nous apprécie. Mais est-ce que réellement c'est ça? Et donc, ces genres de contacts qu'on voit là, qu'on apprécie, nous permettent de savoir pourquoi on nous évite tant. C'est vrai que quand un président français vient en Afrique, il va souvent au Nigeria, parce que c'est le premier partenaire économique de la France en Afrique de l'Ouest, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Le Nigeria est le premier partenaire de la France. Le Nigeria, le Ghana est le 5e dans les chiffres. Parce que les intérêts français, par exemple, au Ghana, dépassent les intérêts français au Togo. Et donc, vous allez voir que les présidents ghanéens tendent, surtout celui-ci, tendent à être même plus francophiles, même que les chefs d'État français. Parce que lui, ce qu'il va attirer vers son pays, c'est ce qu'il est en train de rechercher. Donc, tout ça nous permet d'avoir une idée de comment le régime est perçu vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est l'analyse, cette analyse-là que nous faisons. Nous faisons cette analyse. Moi, j'ai eu des gens, j'ai eu des retours. Les gens m'ont dit, mais bon, l'analyse n'est pas de Ferdinand personnellement, mais de la rédaction. Les gens disent, mais vous avez bien vu. Nous, on n'a même pas remarqué ça. Que Angela Merkel n'est pas venue au Togo pendant 16 ans de règne, pendant tout le temps qu'elle est sillonnée de l'Afrique. On n'a pas remarqué les Français. Il y a aussi d'autres. Bon, quelqu'un m'a dit que le président turc est venu. Il dit oui, d'accord. Erdogan, bon, voilà. Il a fallu 2 autres présidents pour faire le poids et justifier son arrivée. Bon. Donc voilà quoi. Donc c'est cette analyse qu'on a eu à faire. Et puis bon, voilà. Peut-être que, pour ajouter, c'est vrai, hein, nous sommes conscients que le Togo a un sous-sol assez miné en richesse. Très riche. Voyez-vous, ça c'est sûr. Maintenant, quand vous-même, qui gouvernez le pays, vous êtes prêt à brader ça même sans condition, c'est-à-dire, vous pouvez voyager vous-même pour aller voir une puissance et lui dire, bon, mais viens prendre ce que nous avons ici. Qu'est-ce qui peut justifier que bon, le dirigeant en question soit là? Ça veut dire que c'est de la manière dont nous nous vendons que dépend la disponibilité de nos partenaires à venir ou pas. Je crois que c'est un point qui est extrêmement important à voir.
Vous voyez, quelqu'un comme Talon, il qualifie ses relations avec la France de relations décomplexées. Il dit la vérité. Voilà, parce que, bon, ben, écoutez, le gars, il a un charisme qu'il est en train d'assumer. Voyez-vous, quand bien même il a l'apparence d'un vrai satrape qui balaie tout le champ politique et nettoie les adversaires, etc., etc., il assume des actes et il tient un langage. Il n'est pas d'accord et Voilà. il dit clairement. Voilà, il le dit, ça, il n'est pas sournois. Voilà. Il assume en fait ses actes et il a une rhétorique qui est imbattable sur un certain nombre de points. Ça veut dire qu'un tel monsieur est un esprit libre qui veut s'assumer par lui-même et qui est prêt à s'allier à qui il veut selon ses convictions. Ça veut dire qu'un tel monsieur, il est capable, s'il veut, de s'attacher tout de suite à la Russie, à l'Inde, à la Chine, au Japon, sans complexe. Voyez-vous? Donc, un tel monsieur, bien sûr, il faut le respecter. Il faut parfois essayer de lui faire la cour pour le maîtriser, en tout cas dans l'ombre que l'on souhaite. Voyez-vous? Donc, je crois que, vous savez, lorsque ces dirigeants-là voyagent, souvent ils font des tournées. C'est une tournée, soit dans 2 pays, dans 3 pays et tout ça. Les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est clair. Voilà, c'est selon... Il planifie, par exemple, on peut dire, mais écoutez, nous sommes en train de développer une diplomatie en matière des œuvres d'art, de restitution des œuvres d'art et tout, pour essayer de nettoyer un peu notre image aussi sale que nous avons d'être de vrais voleurs du patrimoine culturel identitaire africain, comme nous avons eu à faire le pas avec le Cameroun et le Bénin, mais pourquoi ne pas y aller? Alors, pendant qu'au Cameroun, on se dit, mais attention, il y a le phénomène Wagner qui s'est implanté gravement en Centrafrique et qui peut, d'un instant à l'autre, se métastaser vers le Cameroun, qui vient de renouveler ses accords militaires avec la Russie, des accords plus densifiés, plus corsés, plus élargis. Et donc, la menace, elle est là. Et au même moment, sur le plan économique, le Cameroun offre beaucoup d'opportunités. Mais pourquoi ne pas y aller? Quant à la Guinée-Bissau, ben, le président Embalo a eu l'heureuse chance, finalement, d'acquérir la présidence en exercice de la CEDEAO. La CEDEAO, dont certains membres commencent à nous résister, à vouloir sortir de notre giron et tout. Donc, il va falloir aller d'abord adouber le président Embalo, dont le régime n'est pas aussi assis que cela. Il faut lui promettre quand même une certaine sécurité, pour lui promettre un certain nombre de choses, afin et surtout qu'il est très francophile. Et donc, on va essayer de le maintenir de manière que l'ombre de la France puisse continuer de planer sur la CEDEAO, etc., etc. Donc, il y a plusieurs calculs qu'on opère avant d'effectuer le voyage, voyez-vous. Donc, il appartient aux dirigeants togolais d'analyser tout cela et de comprendre en fait ce qu'ils représentent véritablement et ce qu'il faut représenter à notre pays au plan international. Parce qu'il ne sert à rien, voilà, d'y être sans qu'il y ait des retombées pour la population. Parce que la vocation du dirigeant, c'est de travailler fondamentalement pour son peuple. Et donc, toutes les actions qu'il mène devraient avoir un résultat direct sur le vécu quotidien de la population. Donc, si on les évite de cette manière-là, si eux-mêmes, ils sont obligés de passer par la propagande pour se donner une image qu'ils n'assument pas, c'est qu'il n'y aura rien comme retombée pour la population. Et c'est là où se trouve précisément le drame. Parce que, dans ces conditions-là, nous, citoyens, nous allons rester en permanence dans l'attente des résultats qui n'arrivent jamais. Et donc, on est intrigué lorsque on nous parle de notre pays dans certains journaux ou dans des institutions qui disent « Ah oui, on a fait telle performance, notre économie est montée de tel niveau à tel niveau, etc. » Alors que pendant ce temps, l'État lui-même suffoque. Et la population râle à tout point de vue. Mais il y a un problème, le paradoxe, il est entier. Je crois qu'il faut éviter toutes ces propagandes-là et se concentrer sur les fondamentaux qui permettent en fait de construire un État. Il ne faut pas qu'on soit pressé même d'avoir des résultats, mais au moins déblayer le terrain, faire en sorte d'avoir des résultats, même si c'est au bout de 10 ans, mais sur des fondamentaux qui sont solides, qui résistent au temps et à l'espace. Surtout que nous sommes en train d'être encerclés par des œuvres magnifiques qu'on voit dans notre pays, par des réalisations remarquables. Ça veut dire que le génie n'existe pas qu'ailleurs. Il doit pouvoir exister ici. Et nous ne pouvons être émerveillés en tant que citoyens et fiers de nos dirigeants que s'ils arrivent à poser des actes qui puissent
véritablement donner des résultats probants. Nous n'avons que faire des appréciations des gens de dehors. Nous sommes très intéressés par ce qu'il y a comme résultat sur le terrain, c'est tout. Luc, qu'est-ce que vous attendez principalement d'un système qui fait presque plus d'un demi-siècle au pouvoir? Non, de toute façon, c'est une attente légitime de citoyen vis-à-vis de son dirigeant. Oui. Dès l'instant où il est là-bas, dès l'instant qu'ils sont là-bas, sauf que le citoyen, ils doivent savoir qu'ils ont un devoir de redevabilité. Sauf que le citoyen, voilà, ça fait 60 ans, 50 ans, 60 ans qu'il attend. Et que ce régime est totalement usé, est à bout de souffle, est sclérosé. Et donc, c'est un régime qui ne peut plus faire grand-chose. À part les gros discours, vous avez vu, lorsqu'on a lancé le PND ici, nous avons dit, c'est un programme de plus. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, c'est devenu la feuille de route du gouvernement. Même feuille de route, ces temps-ci-là, l'histoire du Mali a déjà emporté la feuille de route, puisqu'on est beaucoup plus occupé au Mali. Et donc, fondamentalement, le régime n'a plus grand-chose à apporter, parce que c'est dans le renouvellement des hommes, c'est dans le renouvellement des intelligences, des structures qu'on bâtit un pays. Mais quand un pays est bloqué dans les mains d'un seul groupe pendant plus de 50 ans, à un moment donné, vous ne pouvez même plus innover, puisque biologiquement, nous sommes bâtis de telle manière qu'à un moment donné, le corps même se fatigue, ne peut plus faire tout, on ne peut plus avoir la force de faire tout. Donc voilà un régime qui est là et qui est juste au maintien. C'est le maintien. Si vous prenez ça sur le plan du football, c'est juste le maintien. Je ne veux pas descendre en deuxième division. Donc je fais tout. S'il faut être le dernier du championnat, je suis le dernier du championnat. Mais je fais la propagande partout pour faire croire que je fais quelque chose. Voyez-vous, si pendant un match là, j'ai un joueur qui fait une action spectaculaire, je tire ça vers moi, je le mets au profit en disant oui, vous avez vu ce qu'on a fait, ça veut dire que ça promet. On va faire ça, on va faire ça. Et Luc vient de le souligner. Vous allez dans les pays voisins, les gens n'ont pas fait 2 mandats pour faire des réformes structurelles dans leur pays. Je dis bien des réformes structurelles, transformer même leur pays. Voyez-vous, et donc ça, et puis en partant des ressources internes, les gens ne sont pas allés faire des prêts, par exemple, pour changer le visage de leur pays. C'est de l'ambition. Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on était? Comment je me donne les moyens pour arriver ici? Parce que j'ai des comptes à rendre dans 5 ans, dans 10 ans. Et je veux laisser ma trace, si je ne suis plus là, qu'on dise que c'est à mon temps qu'on a fait ce monument, qu'on a fait cette infrastructure, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Ici, on se contente d'asseoir et de rester. Mais de faire croire qu'on fait quelque chose. Mais on ne fait absolument rien. Donc, le régime est à bout de souffle. Et c'est normal. Quand vous naissez, vous grandissez, et puis après, vous tombez. Sauf que le régime ne veut pas descendre. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Ils n'ont plus rien à donner. Ils peuvent recruter les meilleures intelligences. Le système est fait de telle sorte que on ne peut plus rien changer. Mais le drame, c'est que ils tiennent les câbles. Ils ne veulent pas que le pouvoir passe dans les mains d'une autre personne pour que le pays puisse envisager une autre vie en dehors de la vie qu'eux sont en train de rythmer. Donc, vous allez au Ghana, par exemple. Le président, il sait que bon, je suis là pour 2 mandats, c'est 4 ans x 2, on ne sait pas combien ils font 4 ans x 2. Mon prédécesseur a fait ci, a fait ça. Il y a eu des réformes, agriculture, industrie, hôtellerie. Moi, je viens, j'ajoute ci, j'ajoute ça. Pour que même après mon passage, mon parti est toujours dans le jeu. Mon parti sera là. Et si moi je ne suis plus président parce que je n'ai plus les qualifications pour être président, il faut que mon parti continue de diriger le pays. Donc, ils gagnent en sympathie, ils gagnent en bilan pour que leur parti ne perde pas le pouvoir. Mais ici, il n'y a que le seul parti qui est là. Donc, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. On fait les élections, ils sont toujours les gagnants. Donc, on est dans un statu quo qui est finalement dramatique pour le pays. Quand vous regardez le visage du Togo, on a l'impression que c'est un pays où le temps s'est arrêté. Visitez nos quartiers. Soyons sérieux. Sortez de 2 ou 3 rues là qu'on est en train de faire. Allez dans les quartiers, dans tous les quartiers de Lomé, y compris les quartiers périphériques. Regardez la misère. Regardez le manque d'infrastructures. Regardez comment quand il pleut, les gens se battent pour rentrer dans leur maison. Y compris ceux qui, même sont dans le régime, achètent les 4x4 et qui ne vivent pas la caisse. Ils doivent rentrer dans leur maison, dans leur garage, avec des pneus remplis de boue et tout, et tout, et tout. Quand ils rentrent maintenant, le gardien, il tire l'eau, il lave. Voyez-vous? Et donc ça ne dit rien à personne. Allez dans les villes de l'intérieur du Togo, qui sont des villes magnifiques. Que ce soit Balimé, Anéron, Sokoré, Atakpamé, Kara, Dapao. Mais vous allez dans ces villes-là,
Les gens ne se rappellent même pas parfois quand est-ce qu'on a goudronné une rue dans ces villes. Si vous avez quitté ces villes il y a 20 ans, vous retournez dans ces villes-là, vous retrouvez les mêmes infrastructures. Certains n'ont même pas connu une couche de peinture. Donc le temps s'est arrêté. Mais allez dans les villes secondaires d'un pays comme le Bénin, allez dans une ville secondaire d'un pays comme le Ghana, il y a des réformes tous les jours. Donc notre pays est totalement à l'arrêt. Mais ceux qui tiennent le pouvoir, ça ne leur dit rien. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire la propagande, qu'ils font des réformes pour pouvoir continuer par, c'est pas agir sur les esprits faibles et puis continuer par tenir le pouvoir et en jouir. C'est ça qui est dramatique pour notre pays, parce que c'est des générations, c'est des générations qui sont en train de partir. C'est des générations qui sont en train de partir. Aujourd'hui, les Béninois, quand c'est leur jour d'indépendance, on a vu les images qui sont en train de projeter. Qu'on dise aujourd'hui que, bon, le Béninois regarde le Togo de l'autre côté avec un regard moqueur. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était le contraire. Comment se fait-il qu'eux se sont réveillés et que nous, on soit là tournés en rond? Ça dépend fondamentalement du pouvoir politique au Togo et de la manière dont ce pouvoir n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit dans le pays. C'est une léthargie totale. Et je serais encore plus grave en disant que c'est une léthargie totale et systémique. Donc on ne pourra rien faire. Je voulais rebondir sur ce raisonnement en partant d'un fait que j'ai vécu ce matin. Un ami qui est passé chez moi au bureau. Et on parlait d'un de ses frères qui est à la direction générale de la police nationale. Et puis il m'indiquait, je dis, ah oui, à côté des affaires étrangères. Je dis, mais l'immeuble là, c'est vraiment la direction générale de la police nationale, vous comprenez? Direction générale de la police nationale. Vous avez vu tel que le blanc l'a laissé. Voilà, il est resté intact. L'infrastructure, on sent, c'est délabré, etc., etc. Tout juste pour dire que le besoin de restructurer tout, de réaliser des œuvres, ne serait-ce que pour les chaînons essentiels de l'appareil de l'État, est réel. Cela dit, je crois que je vais quand même nuancer cet aspect de la longévité. Vous savez, il y a des royaumes dans ce monde. Vous allez en Arabie Saoudite, même au Maroc ici, c'est des royaumes. Donc, ça veut dire que le monsieur, lorsqu'il est au pouvoir, il sait qu'il est là à vie. Mais au même moment, il sait pourquoi il y est. C'est-à-dire, il doit travailler pour son peuple. Un point, c'est tout. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la mission pour laquelle il est là, il a beau vivre pendant des années, il sait qu'il mourra avec ses œuvres, avec son nom, avec ses images. Tout ceci pour dire quoi? Qu'en réalité, même si le régime a autant duré, s'il a la capacité de se renouveler, s'il a la capacité de laisser la pensée libre, de capitaliser le génie intérieur qui existe, de renouveler les ressources qui existent. Vous voyez, récemment on a parlé ici de l'administration publique, qui traîne de façon curieuse et effarante des retraités depuis plus de 10 ans. Mais avec un tel système, comment vous voulez avoir la fertilité d'esprit qui permet d'entreprendre, qui donne l'audace, qui pousse l'énergie permettant de bousculer tout ce qu'il y a d'établi, de lourd, qui plonge le pays dans la léthargie? J'ajouterai même la torpeur, etc. etc. C'est pour dire tout simplement que, mais écoutez, vous pouvez vous tenir au fauteuil. Jusque-là, on peut tolérer. Le peuple ne même pas regarder cela. Si vous vous investissez dans le travail scrupuleux qui permet d'épanouir les citoyens, de les mettre à l'aise. Mais Kagame, il est en train de faire 4 ans là, 4 mandats. Quand même s'il est critiqué, on peut dire, même s'il quitte demain, il a laissé des œuvres. Moi, j'ai entendu des pouvoirs qui se sont vantés, qui ont affirmé être inspirés par des gens comme Mandela. Que le président Mandela est un grand Africain qui les a inspirés. Et donc, je dis, mais Mandela, il a quand même travaillé beaucoup plus sur les valeurs humaines, sur ce qui permet de construire des sociétés solides, sur ce qui permet de vendre l'identité de l'être humain. Alors, en quoi il nous inspire si dans nos actes, dans nos œuvres, nous ne laissons rien allant dans ce sens? C'est ça mon problème. Et donc, du coup, j'observe qu'il y a un déphasage notoire entre
la rhétorique, la théorie, les discours et les actes. Et c'est là où je dis, quand la volonté et la capacité, la marge elle est réelle. Pour avoir la capacité d'agir, il faut travailler sur soi. Il faut se disposer à un grand destin. Il faut porter en soi une envie d'un minimum d'héroïsme. Voyez-vous? Donc s'il n'y a pas, si on se limite simplement à la jouissance des instruments ou de tout ce qu'il y a comme apport lié, donc aux dividendes liés au pouvoir, bien sûr qu'on n'aura plus d'énergie pour ces gens d'ambition-là qui vont normalement ameublir notre image. Nous le disons parce que nous portons un rêve pour notre pays. Nous le disons parce que nous avons la légitimité des citoyens. Nous le disons parce que nous voyons tout ce qui se fait autour de nous et nous souhaitons que notre pays soit un pays fréquentable, que ce soit une destination recherchée et convoitée au plan international. Luc, sur le plan, oui, dommage qu'on prolonge cet aspect du débat, sur le plan des infrastructures hôtelières, regardez un peu dans la capitale. Dites-moi sincèrement, après 2 février, qui aussi a ses problèmes, hein, c'est pas un hôtel de stand-in, on a refait ça juste pour les conférences, pour abriter des grandes personnalités qui arrivent, un peu le Sarakawa, tout ça là. Regardez un peu sur le plan hôtelier. Quels sont les hôtels qui sont fonctionnels mais qui marchent? Il n'y en a pas. Les hôtels emblématiques même qui sont à Lomé sont en train de fermer. Vous avez vu par exemple Palm Beach qui est là, qui est fermé, l'immeuble est en train de se dégrader. Il semble que depuis que Taboucherie est décédé, il y a des problèmes et tout et tout. C'était un bail avec l'État et tout et tout. On n'est même pas capable. Pourtant au bord de la mer. Au bord de la mer, à cet endroit paradisiaque. On n'est même pas capable, par exemple, de dire, mais quel est le problème par rapport à cet immeuble? On reprend l'hôtel, on trouve un nouveau bailleur, ou bien on prend un mécanisme, on règle le problème qu'il y a, on rouvre l'hôtel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a amené un blanc ici, qu'il est quoi, investisseur. On est venu chasser des gens sur un projet des cocotiers, on veut construire un hôtel, ils ont appelé ça Pefaco. Le type a pris l'argent, la BOAD, il a disparu. C'est devenu une épave sur la côte là-bas, en face de en face de Tiaï. En termes de standing hôtelier, dites-moi, par exemple, Talon, quand il construit, Talon a rasé par exemple le Sheraton de Cotonou. Ceux qui connaissaient l'hôtel à côté de la Marina, l'hôtel là, de la Marina à l'époque, vous voyez le standing de cet hôtel là, mais Talon a estimé que c'était un hôtel qui a vieilli. Il a été critiqué, mais il a rasé ça pour sortir de la terre quelque chose de moderne et de très grand. Le Ghana est passé à plus de 350 hôtels, de 3 à 5 étoiles, de haut standing, inimaginable, et c'est toujours plein. Même jusqu'ici, à Keta ici, chez nous ici, à Plaou ici, à Ho ici, vous voyez, les hôtels sont pleins. À Soga, Kompé, tout ça là. Chez nous, vous regardez, et vous avez une image de comment le pays ne bouge pas, est statique. Et quand Luc parle de la sûreté là, c'est là-bas que nous on a gardé. Si vous voyez les conditions dans lesquelles, on n'a pas voulu parler de ça, dans lesquelles les policiers là sont là-bas, et ceux qui traquent les voleurs à Lomé, tout ça, dans quelles conditions ils vivent? C'est des gens qui dorment par terre. Ils dorment par terre. Les policiers, oui, quand vous voyez les toilettes là, dans lesquelles ils font leurs besoins là. Mais ils n'ont même pas de cantine. Parfois, c'est eux les policiers là, de la brigade de recherche là, qui prennent leur moto pour aller chercher de la nourriture en ville pour les gens qui sont à garde à vue. Parce que celui qui est à garde à vue, s'il meurt dans la cellule, c'est un problème. C'est eux qui vont aller chercher la nourriture. Parce que c'est une zone administrative. Pour trouver la nourriture, c'est difficile. Vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, ils travaillent. C'est la direction générale de la police nationale. Oui. Nationale. C'est on attend que le blanc vienne donner l'argent pour construire. Parce que c'est le blanc qui a construit l'école de police à Déticopé. C'est l'Union européenne. On attend que sur un financement, le blanc vienne construire ça. L'argent que les policiers prennent aux frontières et dans les rues là, si on faisait une gestion judicieuse de ce montant, parce que la corruption prive l'État. Le problème c'est que même nous sommes dans la survie. Voilà. Mais donc il y a un problème. La corruption prive l'État d'énormes ressources. Quand vous traversez la frontière de Ilakondi, au Bénin, on ne prend plus un seul franc. Talon a ramassé les gens là-bas. Plus.
mais au Togo, on prend l'argent. Il y a un panier là-bas où tu passes, tu donnes. C'est 500, c'est 1000 francs, tout ça. Tu vas au Ghana, tu donnes. Tout cet argent qu'on ramasse là, si on en faisait au moins une gestion judicieuse, et qu'une partie même revenait à la police aurait pu construire un commissariat central dans la ville de Lomé. Il n'y en a pas. La police aurait pu construire une direction générale. La police aurait pu avoir des commissariats dans les quartiers. Les commissariats dans les quartiers sont des locations. Oui, bien sûr. Et particulièrement, ça ne respecte aucune norme. C'est encastré dans les maisons, c'est difficile d'accès, il n'y a pas de normes. Les brigades de gendarmerie, même chose. Donc, les attributs même essentiels de l'État n'existent pas. Ça veut dire que depuis les indépendances, fondamentalement, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose. Et donc, quand vous êtes dans un pays comme ça, vous n'avez pas de quoi être très heureux. Surtout quand vous voyez des voisins qui ont compris, qui sont en retard et se donnent les moyens d'avancer. Nous, on tourne en rond. On danse, on chante. On se voit dans les miroirs, on dit que nous sommes beaux. Voilà, que non, nous faisons des exploits. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Mais on ne voit pas ce que les autres font à côté. Alors que nous tournons en rond. La moitié de l'administration togolaise est encore dans les bâtiments issus de l'administration coloniale. Et dans quelles conditions ces bâtiments sont? Vous allez parfois, même au CASEF, là, les ascenseurs sont dans un état piteux. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité dans les couloirs. Oui, bien sûr. Au CASEF, là-bas, ministère de l'économie, il n'y a pas d'électricité dans les couloirs. Les murs sont crasseux. C'est le côté caché que les gens ne voient pas. Les rares personnes qui visitent ces endroits-là vous diront comment les murs sont crasseux. Vous allez au port autonome de Lomé. L'immeuble qui a été conçu là-bas, la direction du port, les murs sont crasseux. Mais c'est là-bas ils ramassent des milliards. Les gens sont dedans, sont dans les bureaux. Ils ramassent les milliards, les soirs, ils rentrent à la maison. Mais l'endroit où ils travaillent, c'est sale, les murs sont crasseux. Il n'y a pas d'électricité dans les couloirs. Personne ne dit, les gars, changez les ampoules. Personne ne dit ça. Donc, comment est-ce qu'un pays qui donne l'image d'un pays abandonné totalement en délabrement peut concurrencer les voisins? Je pense que Luc a bien résumé que cela dépend du génie de celui qui conduit la barque. Cela dépend de la vision de celui qui conduit la barque. Cela dépend de la volonté manifeste de celui qui conduit la barque de laisser quelque chose pour la postérité. Mais dans le cas espèce du Togo, les gens n'ont envie de rien laisser. Pour eux, c'est de jouir du pouvoir et c'est tout. C'est un calcul que tu poses et nous le venons après.